Donc bonjour à tous, ou rebonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, Exode-Call numéro 38, et aujourd'hui nous allons étudier ce qu'on appelle le processus de Galton-Watson. Alors d'abord il faut que je vous présente un peu ce qu'est ce processus de Galton-Watson, et puis au fur et à mesure de l'étude je vais poser des questions sur lesquelles vous n'hésiterez pas, j'espère, à faire pause, afin de répondre à ces sous-questions qui vont être posées au fur et à mesure. Et donc, un des intérêts de l'étude du processus de Galton-Watson, c'est de voir à quel point les fonctions génératrices que l'on étudie donc en probabilité peuvent avoir un grand intérêt et peuvent avoir une certaine force lorsqu'on les étudie pour décrire vraiment des processus comme celui-ci, ou même pour décrire des lois, etc. Vous savez déjà que ça permet de décrire des lois, mais je veux montrer, par le biais de cet exercice, à quel point il est important de savoir les manipuler, et de voir à quel point on peut, jusqu'à quel point on peut aller, jusqu'à quel point on peut comprendre ces fonctions génératrices. J'avais déjà eu l'occasion d'utiliser des fonctions génératrices lors d'un des exode-calls assez anciens, je ne sais plus lequel c'est, mais je me le mettrai en commentaire, lors d'un des exode-calls où il s'agissait de démontrer qu'on ne pouvait pas piper 2D de manière à ce que la somme devienne une loi uniforme. Donc la somme des résultats des 2D, qui va être compris entre 2 et 12, ne donne pas une loi uniforme entre 2 et 12. Donc voilà, c'était déjà une force assez importante. Là, j'aimerais montrer une autre force des fonctions génératrices, et ce de manière un peu plus pertinente que ça n'a été lors de l'exercice dont je fais mention. Bref, alors maintenant je vais vous présenter un peu ce que c'est le processus de Galton-Watson. Alors le processus de Galton-Watson, c'est quelque chose qui peut se présenter de la manière suivante. De manière historique, c'est présenté également de la même manière. Nous commençons avec un individu 1 qui est un individu mâle, d'accord? Donc c'est un homme qui porte un nom de famille, ok? Le nom de famille, disons le nom de famille A, ok? Et ce nom de famille, il va le perpétuer de génération en génération. Et le seul moyen de perpétuer ce nom de famille, c'est d'engendrer d'autres individus mâles, des descendants mâles. Okay, bon, certes, c'est peut-être un peu simplifié comme vision des choses, puisque les noms de famille ne se transmettent pas forcément par le biais de l'individu mâle, d'accord? Mais pour simplifier les choses, comme c'est un peu plus d'usure que le nom de famille vienne du papa que de la maman, on va simplifier les choses et dire que les noms de famille proviennent des individus mâles. Même si, bon, la simplification est assez, peut-être un peu aberrante, mais en tout cas, à l'époque, c'était proposé comme ça. Donc je vais suivre la même présentation pour que les choses soient claires. Évidemment, on pourrait le modéliser un peu autrement, mais je préfère en rester sur le côté historique. Et puis voilà, vous présenter les choses comme ça. Donc on a un individu mâle, et on va poser des probabilités pour qu'il engendre 0 mâle, 1 mâle, 2 mâles, etc. Donc là, je vais faire un petit exemple. Disons que, hop, il engendre 3 fils. Hop. Le deuxième fils engendre, disons, deux nouveaux fils. Hop. Ici, on va avoir un seul fils. Disons ici 0. Ici, on va dire 2 fils. Ici, un fils. Ici, un fils également. Et ainsi de suite. Ok? Donc le processus de Galton-Watson se présente un peu de la manière suivante, où les probabilités d'engendrer un certain nombre de fils vont être les mêmes de génération en génération, vont être indépendantes par rapport aux frères, par rapport aux oncles ou des choses comme ça. C'est indépendant les uns les autres, mutuellement, on dira. Et on a également le fait que ça va poser les mêmes probabilités, donc c'est-à-dire que ça va être une même loi pour chaque individu d'engendrer un certain nombre de fils fixés. Ok? Alors, et la question qu'on va se poser derrière ce processus, c'est quelle est la probabilité que le nom de famille disparaisse ou que le nom de famille se perpétue à l'infini. Okay, donc en fait, bon, là, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est la probabilité d'extinction. C'est-à-dire que la probabilité qu'il existe un n, pardon. Donc disons, si je parle de la génération 0,
génération 1, génération 2, etc. La probabilité qu'il existe un n, à partir duquel, eh bien, nous n'avons plus d'individus mâles qui portent le nom de famille A, et donc par conséquent, on considérera que le nom de famille a disparu. Donc c'est l'extinction du nom de famille. Et c'est ça qui nous intéresse à l'étude de ce processus de Galton-Watson. Ok, alors bon, je vais écrire les choses proprement, et donc je me suis mis quelques notes. Je vais écrire les choses proprement pour bien énoncer le cadre dans lequel nous allons nous poser. Donc, on va prendre soit n un entier naturel, et nous étudions la transmission. Donc nous étudions la transmission. Donc la transmission du nom A portée à l'origine par un seul homme. Portée à l'origine par un seul homme. Ok, donc ce seul homme va former la génération 0. Donc génération, ça sera la génération 0. Ok, alors les descendants mâles directs de la énième génération, les descendants, donc les fils si vous préférez, les descendants mâles directs un descendant. Les descendants mâles directs de la énième génération, gène, forment la n plus unième, génération. Et on va poser également, donc avec la probabilité PK, qu'un homme est K-fils. Qu'un homme est K-fils. Pour K appartenant aux entiers naturels. Ok. Donc voilà, au cours des générations, donc ça c'est ok, donc chaque génération, ça sera toujours les mêmes probabilités. On va poser Zn, le nombre d'hommes portant le nom A. Donc, posons Zn égale le nombre d'hommes portant le nom A à la énième génération. Et donc on va également introduire d'autres variables, parce qu'il y a pas mal de choses à introduire. On va poser, alors comme j'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité d'extinction. Ok ? Donc la probabilité d'extinction, on va lui donner un nom. On va également poser xn comme étant donc la probabilité d'extinction à la énième génération. D'accord ? Donc on va poser xn comme étant la probabilité que zn égale 0. Ok. Et puis, pour j, un entier compris entre 1 et zn, on va noter, même si ça sera juste une notation là en passant, on va noter xi-nj, comme étant le nombre d'individus, c'est ça, donc ça va être une variable qui va correspondre au nombre d'enfants du jème individu donc du jème individu de la énième génération. Bon, c'est une notation un peu moche, mais dans l'exemple ici, par exemple, si je veux regarder donc si 1, 1, donc si 1, c'est le nombre d'enfants qu'a donné le premier individu de la génération 1. Donc le premier individu de la génération 1 c'est 2, et donc on a 2 enfants. Ok ? Si je regarde xi 1, 3, donc le troisième individu c'est 4 ici, donc
il a donné aucun enfant. Si j'en donne un dernier, si, disons, pareil, donc, le troisième individu de la deuxième génération a donné qu'un seul enfant. Okay, c'est juste pour faire comprendre la notation. Donc voilà ce que sont les XINJ. Okay, c'est une notation qu'on utilisera juste là entre temps, mais à vrai dire, on ne va pas l'utiliser très longtemps, on va l'utiliser essentiellement qu'au début. Donc ces XINJ, on va les supposer mutuellement indépendants, hein, donc c'est ce que je disais, hein, les valeurs de nombre d'enfants engendrés par les individus correspondra exactement aux probabilités que j'ai posées, les PK, ok. Et donc ce que je vais supposer, c'est que, comme je l'ai dit, il n'y a aucune relation entre le fait que le septième individu qui porte le nom A engendre un enfant et le fait que le premier individu, par exemple, a engendré 3 enfants, des trucs comme ça. Il n'y a aucune relation. Donc on supposons que les XINJ sont mutuellement indépendantes et identiquement distribuées, donc ça veut dire que ça a la même loi. Identiquement distribuées. Donc mutuellement indépendantes, vous savez ce que ça veut dire, je ne vais même pas réexpliquer ce que ça veut dire, sinon je vous réfère à votre cours de probabilité de deuxième année. Peut-être de première année, c'est pour ceux qui ont eu la chance de voir ce que ça veut dire, mutuelle indépendance entre des variables ou entre des événements en première année, mais sinon normalement c'est quelque chose qu'on voit plutôt en deuxième année. Donc identiquement distribué, ça veut dire de même loi. Ok. Et donc pour simplifier les choses, on va noter xi 0,1, donc le nombre d'enfants qu'engendre la variable correspondant au nombre d'enfants qu'engendre le premier individu de toute la famille, en fait, de tous ceux qui vont porter le nom A. Ce qu'on va faire également, c'est que, comme je viens de le dire, ils ont tous la même loi qui est XINJ. Donc tous les XINJ ont la même loi que XI. Et juste pour rappel, la fonction génératrice, donc la fonction génératrice d'une variable aléatoire, c'est la somme pour k allant de 0 à l'infini de la probabilité que xi égale k. Donc probabilité que xi égale k, c'est exactement pk. Hein, donc c'est la probabilité qu'un homme portant le nom A engendre k enfants mâles. Ok. Je vais pas préciser que c'était des enfants mâles, mais ici c'est des enfants mâles. Donc pk fois s puissance k. Ok. Donc la fonction génératrice c'est ça. Et on va également supposer un autre truc, on va supposer que l'espérance, donc la moyenne de xi, est finie. Car je pense que vous pouvez aisément comprendre que si la moyenne d'enfants engendrés par les individus n'est pas vraiment définie, c'est-à-dire que l'espérance est infinie, on pourrait avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais avoir d'extinction en fait, dans ce cas-là. Donc je vais supposer que l'espérance existe et que cette espérance est finie. Donc espérance de xi égale mu, et je vais la supposer finie. Ok, alors avec toutes ces suppositions, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet et poser une première question à laquelle vous pourrez faire une pause. Et la première question que je vais vous poser, c'est de démontrer que GZN, eh bien c'est la composée n fois de Gxi. Oups. Ça, c'est un exercice très intéressant qu'il faut avoir fait au moins une fois, je pense, avec ces histoires de composition de variables. Donc je vous laisse essayer de le faire par vous-même, n'hésitez pas à faire. Pardon, une petite pause pour essayer de démontrer cette chose. Hop. Qui est vraiment un classique, je pense, des exercices de probabilité de deuxième année.
et qu'il faut vraiment avoir fait une fois. Vraiment montrer des compositions entre des fonctions génératrices, c'est quelque chose qu'il faut avoir fait au moins une fois. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment à l'occasion. Ok. Bon. Alors, commençons par le plus simple. Hein. Donc là, en fait, le raisonnement auquel vous devriez penser, c'est un raisonnement par récurrence. Et donc, pour commencer la récurrence, il faut que j'initialise. Et l'initialisation, je vais regarder en 0. Si je regarde G0, GZ0 de S, GZ0 de S, Z0, je sais, je l'ai posé comme ça, j'ai dit que Z0 vaut 1, parce qu'il y a un seul individu qui porte le nom A à la génération 0. Donc, le point de départ, c'est ici que j'ai GZ0 de S est égal à S, tout simplement. Donc ça veut dire que GZ0, c'est l'identité. Et donc ça veut dire que j'ai composé 0 fois par Gxi. Donc tout va bien, ça marche. Ok. Maintenant, on va faire une preuve par récurrence. Hein, et donc pour prouver la chose par récurrence, on va notamment montrer que GZN plus 1, c'est égal à... Alors, je suis juste en train de me poser la question dans quel sens je vais faire la composition, mais je pense que je vais la faire dans ce sens-là. Je vais montrer que GZN plus 1 est égal à GZN rond Gxi. Je pense que je vais le montrer dans ce sens-là. Ok. On pourrait essayer de le montrer dans l'autre sens, hein, mais bon, là je pense que je vais le faire dans ce sens-là. On verra bien en lançant la résolution. Ok. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause si vous n'avez pas encore vu qu'il fallait le faire par récurrence. N'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même, cette partie. Ok. Alors pour pouvoir réussir à montrer cette composition, il faut déjà comprendre le lien qu'il y a entre Zn plus 1 et Zn. Bon. Donc Zn plus 1, c'est quoi? Zn plus 1, c'est le nombre d'individus qu'il y a à la génération n plus 1. Mais pour connaître le nombre d'individus qu'il y a à la génération n plus 1, il suffit de connaître le nombre d'enfants qu'a donné tous les individus de la génération n. D'accord? Bon, voilà la relation qu'il faut avoir en tête. Zn plus 1, c'est en fait la somme pour j allant de 1 à Zn des xi n j. Puisque les xi n j, je vous rappelle que c'est le nombre d'enfants qu'engendre le jm individu de la génération n. Ok? Et puis il faut faire ça jusqu'à Zn, puisque le nombre d'enfants à la génération n, c'est Zn. Ok? Donc voilà la relation qu'on a entre les deux variables. Bon. Alors, c'est parti, je commence donc en disant que GZN plus 1 de S, c'est égal donc à la somme pour K allant de 0 à l'infini de la probabilité que Zn plus 1 égale K fois S puissance K. Puis Zn plus 1 égale K, ça veut dire que cette somme-là est égale à K, hein, donc c'est égal à la somme pour K allant de 0 à l'infini de la probabilité sur la somme pour J allant de 1 à Zn de xi n j égale K fois S puissance K. Bon, là on commence à être embêté, on aimerait bien pouvoir jouer sur ce découpage de somme, etc. et pouvoir notamment jouer avec les indépendances, etc. Le problème, c'est que la somme dépend d'une variable aléatoire qui est Zn. Bon, que cela ne porte, hein, peu importe ce qui se passe, on pourrait se dire, allez, Zn, ça peut valoir une certaine valeur particulière. Ok. Mais pour pouvoir affirmer ça, il va falloir intersecter par l'événement Zn égale la valeur qu'on veut. Et c'est là où on va avoir une formule de proba totale qu'on va utiliser. La formule de proba totale qu'on va utiliser, c'est par rapport à toutes les valeurs de Zn qu'on pourrait avoir. Et donc, on va se retrouver avec une double somme, donc somme pour k allant de 0 à l'infini, de somme pour p allant de 0 à l'infini, peut-être pas p, peut-être plutôt m. Voilà. De, probabilité que Zn égale m inter la somme pour j allant de 1 à... Et maintenant je peux mettre m, puisque j'ai posé Zn égale m. Et si je mettais autre chose que m ici, ça poserait problème. Donc, si je mettais autre chose que m ici, ça veut dire que Zn n'est pas égal à m. Hein. Donc voilà. Donc je peux poser la somme comme étant jusqu'à m des xi n
Donc des xi nj fois s puissance k. Okay. Donc là, je viens, en faisant ce découpage, je viens de faire une formule de proba totale, puisque la probabilité de ce truc-là, c'est égal à cette somme-là. En disant, bah, je fais l'intersection sur toutes les valeurs de Zn possibles. Ok. Alors, Zn par rapport au xi nj, c'est indépendant. Pourquoi? Bah parce que Zn dépend de Zn-1 et des xi n-1j. Autrement dit, si je fais un peu par récurrence, Zn dépend de tous les xi lj avec L plus petit ou égal à n-1. Donc, Zn dépend de tous les xi lj pour j pour L plus petit que n-1. D'accord? Et donc ça implique que Zn est indépendant des xi nj. Puisque Zn, je ne peux pas l'écrire, je vais l'écrire en fonction des autres xi. Je peux l'écrire en fonction des autres xi, et donc ça implique qu'il y a une indépendance entre lui et lui. Donc comme il y a indépendance entre lui et lui, ça veut dire que l'intersection, je peux le changer en un produit. Ok, alors je vais effacer maintenant l'arbre que j'ai ici. Pour continuer mon calcul. Hop. Donc, par indépendance, je peux écrire que j'ai la somme pour k allant de 0 à l'infini, somme pour m allant de 0 à l'infini, proba de Zn égale m, fois proba de la somme j allant de 1 à m, des xi nj, oups, donc des xi nj égale k, s puissance k. Ok. Alors maintenant, on a très envie, puisque lui, il ne dépend pas de k, on a très envie de sortir cette probabilité de la somme. Et pour cela, bah, ça serait bien d'interchanger les deux sommes qui sont ici. Et bien ça, je peux le faire, puisque je travaille avec des séries entières sur des probabilités. C'est en fait la formule de Fubini, hein, ici, que je peux appliquer directement. Ok, donc comme je travaille avec des séries entières de rayons non nuls, hein, puisque là, le rayon, c'est juste par rapport à la probabilité, donc au moins supérieur ou égal à 1. Le rayon est au moins supérieur ou égal à 1. Et donc, notamment, si je prends des valeurs de S positives, j'ai pas de problème, je peux appliquer Fubini. Après, on peut appliquer Fubini-Tonelli si on veut être plus rassuré en faisant avec des valeurs absolues, mais sinon, voilà, c'est vraiment Fubini qu'on applique ici. J'ai dû dire une bêtise, je crois que Fubini-Tonelli, c'est le cas positif, et Fubini, c'est le cas général. Bon, bref. Mis à part cette petite nuance d'utilisation de Fubini, voilà, je pense qu'ici il n'y a pas de difficulté pour échanger les deux sommes. Donc, on a la somme pour m allant de 0 à l'infini, proba de Zn égale m, fois la somme pour k allant de 0 à l'infini, de proba de somme pour j allant de 1 à m, des xi nj égale k s puissance k. Bon, alors maintenant, si on regarde de plus près à quoi ressemble cette somme, bah on se rend compte que cette somme, c'est en fait la fonction génératrice de la somme des variables xi n1 plus xi n2 plus xi n m, calculé en S. Ok. Or, propriété de cours, quand on a des variables mutuellement indépendantes, la fonction génératrice d'une somme, c'est le produit des fonctions génératrices de chaque variable. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est égal par mutuelle indépendance. Normalement, vous connaissez très bien la formule dans le cas où on a deux variables indépendantes et que vous regardez la fonction génératrice de x plus y. Okay, bah là, j'utilise la même chose, mais dans le cadre un peu plus général de mutuelle indépendance. Donc quand j'ai mutuelle indépendance, je peux découper cette fonction génératrice en un produit, donc produit pour j allant de 1 à m des xi
NJ calculé en S. Mais en plus de ça, tous les xi NJ non seulement sont mutuellement indépendants, mais en plus de ça, ont la même loi. Ah, j'ai effacé. Ont la même loi. Et la même loi, c'est la loi de xi. D'accord? Donc comme elles ont la même loi, bah, en fait, les JN xi, enfin les xi NJ, pardon, excusez-moi. Donc les xi NJ, eh bien, ce sont exactement les Gxi. Et donc, bah, en fait, ce produit, je peux le réécrire comme Gxi de S à la puissance M. Donc ça, c'est par le fait que c'est identiquement distribué, donc même loi. Par le fait qu'on travaille avec des xi qui ont la même loi. Bon, ben voilà, alors maintenant si je le réécris dans ce cadre-là, j'ai somme pour m allant de 0 à l'infini de proba de Zn égale m, g xi de s puissance m. Et donc voilà, je conclus que là en fait, vous voyez bien que si je remplace ce truc-là par s, j'ai la fonction génératrice pour Zn. Donc ça me donne gZn rond g xi. Exactement comme prévu de S. Exactement comme voulu. Donc voilà. Voilà, donc c'est un très bon exercice qu'il faut avoir fait au moins une fois. J'espère que ça vous a plu là de le faire, là, ce truc. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir fait au moins une fois. Et voilà, c'est une manipulation assez particulière. Donc voilà, ok, très bien. Alors, maintenant on va démontrer d'autres choses, hein, bien sûr, parce que bon, faut avancer. On a montré une très belle relation entre Zn et Xi. Et on va aller plus loin, puisque le but, encore une fois, du jeu ici, c'est d'étudier la probabilité d'extinction à la énième génération. Ok, alors, ce que j'aimerais qu'on démontre là... Ok, donc on va démontrer... Bah, il y a peut-être une petite chose qu'on pourrait faire entre-temps, mais je ne sais pas si ça a vraiment de l'intérêt. On pourrait démontrer en fait que l'espérance de Zn, grâce à ce qu'on vient de démontrer, en disant que c'est une petite interlude si on veut, grâce à ce qu'on vient de démontrer, on peut montrer que l'espérance de Zn, c'est égal à mu puissance n. Bon, on peut le faire. Je vais le faire. Je pense que c'est un exercice conséquence de fait de montrer qu'on a une composition. Donc je pense que ça peut être intéressant de le faire. Donc démontrer que l'espérance de Zn est égale à mu puissance n. Bon. Ok, bah là encore une fois on peut le faire par récurrence. D'accord? C'est pas très difficile. Et là encore une fois, il faut avoir en tête la force de ce que sont les fonctions génératrices. Savoir quelques petites choses là-des' Eh bien, je vous ai dit, GZ0, c'est l'identité. Ok? Donc, si je fais GZ0', je vais me retrouver avec la constante égale 1. Et donc, si je veux avoir l'espérance, eh bien, l'espérance de Z0, donc il faut calculer en 1. Donc voilà, rien de difficile pour Z0. Puis une fois que vous avez enclenché ça, vous faites par récurrence. Donc l'hérédité, bah, notamment, vous essayez de démontrer que GZN plus 1. Donc si vous faites GZN plus 1' calculé en 1, qui correspond à l'espérance de Zn plus 1, et bien ça c'est égal à, donc là vous avez une composition, je vous rappelle que vous avez démontré que GZN plus 1 c'est égal à GZN en rond Gxi. Donc vous allez vous retrouver avec Gxi prime de 1 fois GZN prime de Gxi de 1. D'accord, dérivé d'une composition. Et je vous rappelle que les séries entières, on peut les dériver, etc. Il y a pas, enfin, ça aussi, c'est pas un problème. Et quand on a une espérance finie, ça veut dire en l'occurrence que les fonctions génératrices sont dérivables également en 1. D'accord, donc je le dis quand même entre parenthèses si vous voulez justifier ce point-là. Ok, et si vous allez jusqu'au bout, Gxi prime de 1, c'est l'espérance de Xi, donc c'est mu. Et puis, GZN prime de Gxi de 1, Gxi de 1, c'est 1. Hein.
D'accord? Gxi de 1 c'est 1 parce que, bah, encore une fois, c'est à cause du fait qu'on a une fonction génératrice. Et la fonction génératrice, si vous remplacez S par 1, vous êtes en train simplement de faire la somme des probas. Donc, la somme des probas fait 1. Vous vous retrouvez avec ça, et ça, par hypothèse de récurrence, vous pourriez avoir supposé que ça, c'est égal à mu puissance n. Ok, donc ça termine. On a donc bien ce que nous voulons. Ok, donc voilà, la récurrence, elle n'est pas très difficile. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ça permet déjà de se donner une idée de qu'est-ce qui pourrait se passer suivant la valeur de l'espérance. Et on va voir en effet que tout va se jouer par rapport à la valeur de l'espérance. On voit déjà que si l'espérance, si la moyenne d'enfants engendrés par les individus mâles portant le nom A, si cette moyenne est supérieure stricte à 1, on a l'impression qu'en effet, il y a probablement aucune chance qu'il y ait une extinction. Et si par contre la moyenne est plus petite que 1 strictement, là on voit qu'on a pas mal de chances au fur et à mesure des générations, on a pas mal de chances d'avoir une extinction qui se profile. Puisque mu puissance n va tendre vers 0 si mu est plus petit strict à 1. D'accord? Ok, et évidemment mu ici c'est une valeur positive, hein, donc je n'ai pas besoin de vous préciser que mu est compris entre moins 1 et 1, c'est juste... Voilà. Ok. Donc c'est ça l'intérêt de ce petit exo, même si bon... mais ça permet de voir déjà qu'il y a quelque chose qui va se profiler par rapport à la moyenne mu. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ok. Alors le troisième point que j'aimerais qu'on se lance à démontrer, c'est d'expliquer en quoi Gxi est croissante et convexe sur l'intervalle 0,1. D'accord? Donc montrer ça. Et en plus de ça, j'aimerais qu'on pose des conditions pour savoir quand Gxi est strictement croissante. Et puis pour savoir quand Gxi est strictement convexe. Ah, strictement convexe. Ok, donc encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de faire ça. C'est pas un exercice très difficile non plus, ça. Cette question, c'est... En tout cas, par rapport à la première, c'est beaucoup plus facile. Par rapport à la deuxième, c'est à peu près du même ordre. Il faut juste y réfléchir un petit peu. Mais c'est pas très difficile. Ok. Bon, alors, montrer que Gxi est croissante et convexe, c'est vraiment pas difficile. Puisque, il suffit de voir qu'on peut... donc Gxi, si on dérive Gxi' de S, on voit que c'est une somme pour k allant de 0 à l'infini. J'ai le droit de dériver, etc. Donc c'est vrai que je devrais le préciser. Je vais peut-être le préciser tout de suite. Donc précisons-le. Gxi est une série entière. Je l'ai dit à l'oral tout à l'heure, mais je vais peut-être le préciser ici, la propriété que j'utilise. Donc est une série entière de rayons supérieur ou égal à 1. Et donc par conséquent, Gxi est C infini sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Il peut y avoir des problèmes en 1, et c'est justement le problème des moments, savoir si la variable admet des moments d'ordre n. D'accord? Donc il peut y avoir des problèmes en 1. Il n'y a pas de problème pour la dérivée, puisqu'on a supposé que l'espérance était finie, existait et finie. Mais pour la variance, par exemple, déjà on n'a aucune idée sur la variance, donc il pourrait très bien se passer quelque chose de mauvais si on dérive deux fois. Par contre, on est sûr qu'on a C infini dans l'intervalle 0, 1 ouvert. D'accord? Donc c'est vraiment... Normalement même je pourrais mettre moins 1, 1 ouvert si je veux. Mais là ce qui m'intéresse c'est l'intervalle 0, 1, donc j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Alors maintenant que je sais ça, je peux me permettre vraiment de dériver, de faire tout ce que je veux avec la série entière. Il n'y a pas de problème. Donc si je dérive, ça me fait une somme pour k allant de 1, je peux peut-être mettre 0, pour k allant de 0 jusqu'à l'infini, de pk plus 1 sk, avec un fois k plus 1. Hop. Je vais la réécrire. K plus 1 p
K plus 1 SK. Donc il suffit de dériver puis de faire un petit changement d'indice. Et donc là on voit très bien que tous ces éléments-là sont positifs. Tout S positif. Donc aucun problème. Positif supérieur ou égal. Donc ça implique que Gxi est bien croissant. Et puis ensuite si je dérive deux fois, et bien là j'obtiens 5 pour K allant de 0. Ça permet de réviser également comment on dérive les séries entières. Donc PK plus 2 SK. Et ça, là aussi, encore une fois, on peut très facilement vérifier que tout ça c'est positif pour tout S supérieur ou égal à 0. Et donc on a que la fonction est bien convexe. Ok. Eh bien convexe, et j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe au bord pour la croissance, etc. Juste besoin de savoir que c'est continu. D'accord? Donc là, ici, la convexité, voilà, si elle est vérifiée sur un intervalle ouvert, elle est vérifiée sur l'intervalle fermé. À condition que la fonction est continue ou des choses comme ça. Donc là, tout se déduit très vite, très facilement sur l'intervalle 0,1 fermé. Très bien, alors ça, ok. Maintenant, à quelles conditions est-ce qu'on a stricte croissance et à quelles conditions est-ce qu'on a stricte convexité? Eh bien, la stricte croissance, il suffit pas de beaucoup de temps pour trouver la condition. Il faut que P0 soit strictement plus petit que 1. Bah ouais, parce que si P0 égale 1, ça veut dire que Gxi c'est égal à la constante égale 1. Et voilà, donc ça sera une fonction constante, ça ne sera pas croissance stricte. Par contre, si P0 est strictement plus petit que 1, vous avez automatiquement une autre probabilité plus loin qui doit être non nulle. Il doit exister une autre probabilité, une certaine valeur de K pour laquelle PK est non nulle. Et dans ce cas-là, eh bien, si vous dérivez, vous allez vous retrouver avec un Gxi qui va être strictement positif sur l'intervalle ouvert 0,1. Et donc, ça implique que la fonction est strictement croissante. Ok, donc je vais l'écrire. Hein. Donc, sous cette condition, ça implique qu'il existe un K plus grand ou égal à 1 tel que PK est strictement plus grand que 0. Et donc, par ces conditions, on a que Gxi prime de S est strictement positif pour tout S plus grand que 0. Donc, ça implique la stricte croissance. Et si P0 égale 1, voilà, c'est une constante, donc pas de problème. Et bien sûr, dans le même genre d'idée, si vous avez pu trouver pour celui-là, vous allez pouvoir trouver également pour le fait d'être convexe. Et bien pour avoir la stricte convexité, eh bien, il suffit de noter que, il faut P0 plus P1 qui doit être strictement plus petit que 1. Donc il faut que la somme des deux probas soit strictement plus petit que 1. Et encore une fois, pour les mêmes raisons, cela impliquerait qu'il existe un K, je l'écris, ceci impliquerait qu'il existe un K plus grand que 2 tel que PK est strictement positif, et donc ça implique que Gxi prime, seconde de S serait plus grand que 0. Voilà. Donc terminé. Ok. Bon, alors ça c'est bon. Alors ces conditions vont apparaître à un moment donné dans notre raisonnement. Bon. Alors maintenant on va s'intéresser un peu plus à la suite Xn, maintenant qu'on a étudié 2-3 trucs sur la fonction Gxi, etc. On va jeter juste un petit coup d'œil sur ce qui se passe pour la suite Xn. Et ce que j'affirme, donc, question suivante, ce que j'affirme, c'est que Xn vérifie une relation de récurrence pas si méchante que ça. Donc Xn, donc montrer que la suite Xn vérifie deux points. Eh bien, x0, x0 vaut 0, et xn plus 1 est égal à g xi de xn. Ok, donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de démontrer par vous-même. Vérifiez que ce que je viens d'écrire vous semble tout à fait plausible. Ok.
Bon, alors il faut se poser juste la petite question, ok, c'est quoi P de Z? En fait, c'est ça qui va permettre de conclure. Rappelons ce que c'est Xn. Xn, c'est la probabilité que Zn égale 0. Mais probabilité que Zn égale 0, je peux l'écrire en fonction de la fonction génératrice. Je peux écrire que en fait, c'est la fonction génératrice de Zn calculée en 0. Et si vous avez ça, bah vous avez tout compris, puisque en fait, la récurrence, vous allez obtenir grâce à ça. Donc évidemment, x0 égale 0, puisque x0, c'est la probabilité que z0 égale 0, et z0, on l'a posé égale à 1, d'accord, au tout début de l'étude. Hein, donc z0 égale 0, donc impossible. Très bien. Et puis si je regarde xn plus 1, la xn plus 1, je sais que c'est g de... Oups, pardon, je vais aller un peu... Je vais y aller plus doucement. J'ai la probabilité que Zn plus 1 égale 0. Ça veut dire que c'est égal à Gzn plus 1 calculé en 0. Mais Gzn plus 1 calculé en 0, nous avons montré que c'était égal à Gzn rond Gxi calculé en 0. Mais là, la composition n'est pas dans le bon sens. Mais je vous rappelle aussi que Zn plus 1, c'était la composée n plus une fois de Gxi. Donc au final, Gzn et Gxi commutent entre eux. Donc je peux très bien écrire Gxi rond Gzn de 0. Je rappelle que Gzn, nous avions démontré par récurrence que c'était une composée n fois de Gxi. Donc rien ne m'empêche de mettre la composée n fois de Gxi qui se trouve au début, je peux la mettre à la fin au lieu de la mettre au début. Et en faisant ça, je me retrouve avec cette composée-là. Et en voyant cette composée-là, bah là, Gzn de 0, c'est justement Xn. Donc ça, j'ai Gxi de Xn. Ok, cool. Ça avance. Donc on a, en fait, cette suite Xn vérifie vraiment cette condition, et on peut la définir comme je viens de le définir ici, avec ces fonctions. Bon, et puis on peut vérifier 2-3 petites choses. La première chose qu'on peut vérifier, c'est, eh bien, X1, c'est Gxi de x0. Et donc, bah, c'est Gxi de 0, donc c'est-à-dire que c'est P0. Et P0, je sais que c'est supérieur ou égal à 0. C'est une probabilité. D'accord? Ok. Bon, donc j'ai que x1 est plus grand que x0. Et en plus de ça, on a vérifié que Gxi était une fonction croissante. Gxi est une fonction croissante. Et bien j'affirme qu'avec ces deux propriétés, il n'est pas très difficile de montrer que la suite Xn est croissante. Si vous n'êtes pas convaincu, faites-le par vous-même. Donc si vous avez une suite définie comme ça, avec un x0 fixé et un xn plus 1 égale f de xn, ok, et croissance... Ah oui, j'ai oublié de préciser un autre truc. Il faut encore une autre condition. Donc, hop, je vais peut-être... Quand même. Donc, il y a aussi le fait que xn appartient toujours à l'intervalle 0,1. Et ensuite, Gxi est croissante sur l'intervalle 0,1. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, si j'ai une suite définie comme ça, donc x0 est donné, xn plus 1 est égal à f de xn, ok, et si vous avez ces conditions-là, donc x1 est plus grand que x0, vous avez que tous les xn restent dans l'intervalle dans lequel la fonction serait croissante, et la fonction est justement croissante, d'accord, sur l'intervalle dans lequel vous regardez, et bien si vous avez ces conditions-là, vous avez une suite croissante. Je vous laisse le faire par vous-même, ça se fait par récurrence, très gentiment, il n'y a rien de très difficile là-dessus. Ok, alors vous avez que xn est croissante, et en plus de ça, elle est bornée. Donc ça veut dire que xn converge. D'accord, donc car croissante, majorée par 1. Ok, et maintenant qu'on sait qu'elle converge, eh bien on va se rendre compte que si on veut déterminer la valeur de la limite de xn, eh bien il nous suffit de déterminer un point fixe. Un ou les points fixes.
Devrais-je dire. Hop. Donc, je vais juste réécrire les deux conditions qui vont être importantes. Tout petit que 1. Et 1, je dis. Et la deuxième condition, c'était P0 plus P1 plus petit que 1. Donc on va y revenir, je l'ai réécrit juste là. Et donc ce que je disais, c'est qu'en effet, xn tend vers une limite n, et par continuité de Jexy, hein, c'est juste la composition, la continuité et l'unicité des limites, si vous voulez, eh bien nous avons que L égale Jexy de L. Donc ça signifie que L est un point fixe. Donc L est un point fixe de Jexy. Ok. Alors maintenant je vais affirmer une chose, hein, je vais mettre en exercice une question suivante. Démontrer que sous la condition P0 plus P1 plus petit que 1, strictement, Jexy admet un ou deux points fixes. Et suivant la valeur de mu, hein, qui était l'espérance de Zn aussi, ça va dépendre de ça. Ok. Donc, la question est la suivante, sous la condition, donc c'est la question 4, sous la condition P0 plus P1 plus petit que 1, montrer que Jexy admet un ou deux points fixes. Donc pour cela, savoir s'il y a un ou deux points fixes, il faut discuter de la valeur de mu. Il faudra discuter de la valeur de mu. Ok, alors n'hésitez pas encore une fois à faire une petite pause pour essayer de faire par vous-même, de voir comment on peut répondre à cette petite question. Et une fois qu'on a répondu à cette petite question, on va pouvoir conclure quelle pourrait être la valeur du point fixe. Et cette valeur du point fixe, c'est ce qui va nous permettre de conclure s'il y a une certaine probabilité d'extinction ou pas de notre famille d'individus qui portent le nom A. Ok, alors, je suis parti pour la résolution donc. Alors si vous voulez savoir s'il y a un point fixe ou pas, il va falloir regarder une fonction. Donc je vais regarder la fonction f de s définie par Jexy de s moins s. Ça paraît assez bête, mais ce que je fais, c'est au lieu de regarder un point fixe, je vais regarder juste les zéros. Voilà. Rien de bien méchant. Très bien. Alors je vais dériver. Hop. Comme toute étude de fonction qui se respecte, si je veux en savoir un peu plus sur les variations et potentiellement en savoir plus sur le signe et donc sur les zéros, eh bien il faut dériver. Si je dérive, j'obtiens Jexy prime de s moins 1. Ok. Maintenant que j'en suis arrivé là, je vois que f' de 0, ça va faire Jexy' de 0 moins 1. Et Jexy' de 0, bah, c'est P1. Je sais que P0 plus P1 est strictement plus petit que 1. Donc ça va être plus petit que 0. De plus, f' de 1, bah, f' de 1, c'est Jxy' de 1 moins 1. Et ça fait mu moins 1. Et c'est là où on voit que ça va dépendre de la valeur de mu. Ok ? Bon. Il y a autre chose que je n'ai pas dite, hein, mais il y a aussi f seconde, hein, on peut la dériver deux fois la fonction, hein, puisque g est dérivable d'une infinité de fois dans l'intervalle 0, 1 ouvert. Eh bien, g seconde de s, c'est Jxy seconde de s. Et comme on sait que la fonction elle est convexe, elle est même strictement convexe à cause de cette condition, eh bien, ça c'est strictement plus grand que 0. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la fonction f' est strictement monotone, donc là en l'occurrence strictement croissante. Donc là je peux prendre 1 parce que l'espérance existe en 1. Donc encore une fois je répète, hein, sur ce coup là je peux prendre 1 et g seconde, il n'y a pas de problème, même si en 1 je ne sais pas ce qui se passe, ça me suffit amplement de savoir ce qui se passe dans l'intervalle ouvert pour connaître la croissance. Ok, donc f' est strictement croissante, très bien. Et donc,
bah, on voit que tout dépend de la valeur de mu. Si mu est plus petit que 1, et d'ailleurs, remarque, c'est quelque chose qu'on avait vu grâce à la question 2, par rapport au fait que l'espérance de Zn, c'était mu puissance n. On avait vu que si mu est plus petit que 1, il y avait quelque chose qui devait se passer, et probablement une extinction. Et si mu est plus grand que 1, on avait probablement aucune extinction. Donc on voyait déjà se profiler les deux cas de figure concernant mu, dire si c'est plus grand ou plus petit que 1. Ok. Donc, alors là ici je vais dire si mu est plus petit strict à 1. Alors si mu est plus petit strict à 1, peut-être même plus petit ou égal à 1, je pense que ça reviendrait... Bon, ça reviendrait au même. Donc si je dis mus inférieur ou égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai que f' de 1 est négatif. Et donc bah, avec ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la fonction f' elle est tout le temps négative. F' est toujours négative. Et si f' est toujours négatif, ça veut dire que la fonction f est strictement elle est strictement décroissante. D'accord? Je vous rappelle, là, la fonction f' elle est strictement croissante. Donc si f' de 1 vaut 0, en dessous de 1, on a une fonction f' qui est négative stricte. Hein, d'accord? Négative stricte sur l'intervalle 0, 1 non pris. Donc négatif strict sur cet intervalle-là. Et comme c'est un négatif strict sur cet intervalle-là, ça implique que la fonction f, elle est strictement décroissante. Donc tout va bien sur l'intervalle fermé. Encore une fois, grâce à la continuité, etc. Bref. Donc on a f qui est strictement décroissante, très bien. Et bah, si vous regardez en 1, f de 1, bah, c'est égal à g xi de 1 moins 1, mais g xi de 1 c'est égal à 1, c'est la somme des probas encore une fois, donc ça fait 0. Bon, bah, ça veut dire que f de s est strictement plus grand que 0 pour tout s plus petit que 1, strictement. Conclusion, eh bien g admet un seul point fixe. Donc si P0 plus P1 est plus petit que 1 et mu plus petit que 1, g xi admet un point fixe qui est s égale 1. De toute façon, vous auriez dû vous rendre compte qu'il y avait déjà au moins un point fixe. Si vous avez bien en tête que g xi de 1, ça valait 1, c'était assez clair déjà que 1 était un point fixe. Mais maintenant, là, le fait qu'il va y avoir deux points fixes, c'est dans la deuxième configuration, si mu est maintenant plus grand que 1. Strictement. Ben, si mu est plus grand que 1 strictement, cette fois-ci, f' de 1 va être strictement positif. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appliquer le théorème de la bijection. Hop. Ok. Donc on peut appliquer le théorème de la bijection, car on a tout ce qu'il faut. F' est continue parce qu'elle est dérivable. Elle est strictement monotone. Il y a une valeur négative et une valeur positive. Donc on peut appliquer le théorème de la bijection qui nous dit qu'il existe un alpha dans l'intervalle ouvert 0,1 tel que f' de alpha est égal à 0. Ok, et on peut donner le signe de f' en fonction de ça. Donc f', plouf, plouf, vous avez s, 0, 1, alpha, vous savez que ça vaut 0 ici. Et donc bah, on sait que c'est négatif avant, oups, puis positif après, puisque la fonction est strictement croissante de toute façon, donc il vaut mieux que ce soit comme ça. Ok, et donc ça implique que f va être décroissante, puis croissante. Ok. Alors maintenant, si je m'intéresse un peu à f, ce qui se passe pour f, je sais que f... Oups. Alors je vais effacer un petit peu ici. Okay. Donc si je m'intéresse maintenant un peu plus à f, je sais que f de 0,
Donc f de 0, c'est égal à p de 0. Tout simplement, moins 0, donc p de 0, et p de 0 c'est positif. Positif strict ou pas, mais je sais que c'est positif. Donc on pourrait regarder une autre condition qui est P0 strictement positif, mais disons P0 supérieur ou égal à 0, ça ne changera pas grand chose. Donc on a ça, et puis f de alpha, bah vous savez que c'est plus petit que f de 1. Mais f de 1 vaut 0. C'est plus petit strict parce que alpha est compris strictement entre 0 et 1, d'accord? Et donc vous avez stricte croissance ici, d'accord? Donc voilà, c'est exactement voilà ce qui se passe. Et donc j'ai une valeur positive, une valeur négative. Je sais que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 alpha. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il existe un bêta dans l'intervalle. Alors là, ça pourrait être 0, donc je vais me permettre de mettre 0 dans l'intervalle. 0 jusqu'à alpha. Alpha non pris, en principe. Tel que f de bêta égale 0, c'est-à-dire que g xi de bêta égale bêta. Voilà, donc vous avez ça, et donc la deuxième condition c'est si P0 plus P1 plus petit que 1 et P0 strictement positif, au même supérieur ou égal à 0, en fait ça ne change rien. C'est surtout mu plus grand, plus inférieur ou égal à 1, on a ça, plus grand strict à 1, on a ça, et on a que g xi admet 2 points fixes. Exactement 2 points fixes. Qui sont S égale 1 et S égale bêta qui appartient à l'intervalle strictement. Donc 0, ça peut être 0, hein, mais c'est inférieur strict à 1. Ok, bon, ça c'est fait. Et bien maintenant on peut conclure. Hop. On peut désormais conclure. Alors on va essayer de conclure ce qu'il en est de la limite de xn, vers quoi ça va tendre. Hop. Donc hop, 5, conclure sur la valeur de la limite. Bon. Alors pour conclure sur la valeur de la limite, c'est pas très difficile, puisque bon, alors si je regarde ce cas de figure là, je sais qu'il y a 2 points fixes et il y en a un plus petit que l'autre. Ok. Je vous rappelais qu'on commençait, donc là je fais le premier cas de figure, enfin le deuxième cas de figure, je vais regarder le cas de figure P0 plus P1, strictement plus petit que 1, et mu plus grand que 1, strictement. Ok. Donc si je suis dans ce cas-là, eh bien, on a vu qu'il y avait un autre point fixe qui était bêta, qui est compris entre 0 et 1. Et je vous rappelle que votre suite x0 commençait avec 0. Il n'est pas très difficile de montrer que, en fait, xn appartiendra à l'intervalle 0 bêta, ou tout n. D'accord? C'est pas très difficile, puisque ça va être un point fixe plus petit, et dans ce point fixe plus petit, il suffit de faire un raisonnement par récurrence, et vous allez conclure très rapidement qu'on est toujours dans cet intervalle-là. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la limite, ça ne peut pas être 1, ça sera donc bêta. Donc la limite de la probabilité que Zn égale 0 est égale à bêta. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a toujours une certaine probabilité que une certaine probabilité bêta, compris entre 0 et 1, telle que eh bien, il y ait une extinction du nom A. Okay, il y a quand même une valeur, compris entre 0 et 1. Mais cette valeur n'est pas égale à 1. C'est pas presque sûr, c'est pas presque sûrement que le nom A va disparaître. Ok? Bêta plus petit que 1. Donc ce n'est pas presque... ce ne sera pas une extinction presque sûrement. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, il
Il y a une probabilité que le nom de famille s'éteint, mais il y a aussi une probabilité que le nom de famille ne s'éteint jamais. D'accord? Puisque la probabilité de Zn à partir... Puisque évidemment, je ne l'ai pas dit, mais si Zn plus 1 égale 0, si Zn égale 0, alors Zn plus 1 égale 0, et tous les autres valent 0. D'accord? À partir du moment où il y a un des Zn qui vaut 0, tous les autres valent 0. Donc ça je ne l'ai pas dit avant, mais je le dis maintenant. Donc c'est pourquoi on regarde la limite, parce que quand on regarde la limite, si la limite vaut 0, ça veut dire qu'il y a un moment donné, ça pouvait valoir 0. C'est aussi quelque part dans cette idée-là que la limite a vraiment un intérêt pour savoir s'il y a extinction ou pas, presque sûrement. Ok. Et l'autre condition que nous avons regardée ici, mu inférieur ou égal à 1, bah là on a vu que le seul point fixe c'était 1 dans l'intervalle 0,1. Donc il n'y a pas le choix, ça veut dire que xn tend vers 1. Et xn tend vers 1, bah, ça veut dire qu'il y a extinction, presque sûrement. Il y aura extinction, presque sûrement. Voilà. Alors c'est quand même assez étonnant de noter qu'on a un point critique qui est mu égale 1. Donc même si la moyenne d'enfants engendrés par les individus qui portent le nom A, même si la moyenne elle vaut exactement 1, chose qu'on ne voyait pas avec l'espérance, hein. Si la moyenne vaut exactement 1, alors il y a quand même une probabilité de 1 que le nom de famille s'éteigne. On ne sait pas à quelle génération, mais on sait qu'à un moment donné, ça va s'éteindre. Donc c'est quand même, voilà, quand même quelque chose d'assez fort hein, de voir ça. Ok, et puis voilà, bah, l'autre cas de figure ici qui me donne bêta plus petit que 1. Alors il y a plein d'autres cas de figure que je n'ai pas traités, qu'on peut traiter maintenant si vous voulez. Donc notamment, si P de 0 égale 1, bah, si P de 0 égale 1, P de 0 égale 1, je pense que c'est clair dans votre tête que ça veut dire que le premier individu de la génération 0 n'engendre aucun enfant, presque sûrement. Donc ça signifie qu'il n'y a aucun enfant. Donc le nom s'éteint automatiquement, juste après être apparu, quoi. Donc voilà, dans ce cas de figure, il n'y a pas grand chose à dire. Et dans le deuxième cas de figure, si P de 0 plus P1 est égal à 1, alors dans ce cas de figure, ce qui peut se passer, en fait, c'est, bon, il y a un cas de figure où si P1 égale, si PA égale 1, donc si P1 égale 1, bah là ça veut dire que chaque individu engendre exactement un enfant, presque sûrement. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'extinction du nom de famille, puisque à chaque fois on engendre exactement un enfant. D'accord? Donc je vais peut-être les écrire ces cas de figure, hein, j'ai dit. Donc si P de 0 égale 0, bah P de Z1 égale 0, c'est égal à 1. Voilà, direct. Donc il y a extinction directe. Ensuite, là, ce que je suis en train de dire, c'est dans le cas où P0 plus P1 égale 1, il y a un petit sous-cas où P1 égale 1. Et si P1 égale 1, eh bien là, ça veut dire qu'à chaque fois, chaque individu engendre exactement un enfant. Donc on va avoir qu'une seule ligne droite. Hein, si on dessinait ça sous la forme d'un arbre, on n'aurait qu'une seule ligne droite. Et donc bah, là, ici, il n'y a pas d'extinction. Hein, donc la probabilité que... donc la probabilité que Zn égale 0, c'est égal à 0. Voilà, parce que là, le plus petit point fixe qu'on aurait, c'est 0, quoi. Donc, et on verrait que x0, l'image de x0, ça serait... enfin, l'image de x0 par gxi, c'est x1, mais x1, il vaut 0 également. Puisque, voilà, donc, puisque le P0 vaut 0. Voilà. Donc on aurait ça, et puis après, bah, on aurait d'autres cas de figure. Donc si par contre j'impose que P0 plus P1 égale 1, mais que P1 est strictement plus petit que 1, non, P de 0 égale 1, excusez-moi, ici c'était P de 0 égale 1. Excusez-moi, c'était P de 0 égale 1 ici. Donc si vous avez P1 strictement plus petit que 1 et P0 strictement plus petit que 1, cette fois-ci vous avez encore un point fixe, parce que bah, si vous dessinez un petit peu la configuration, hein, dans ce cas-là, vous avez affaire à deux droites. Hein. Donc la droite de point fixe qui est x égale y, et vous avez affaire à une autre droite qui correspondra à P0 plus P1t. Ça c'est P0 plus P1t, P1s. Et puis là vous avez S. Ok. Et vous avez un seul point fixe encore une fois qui est en 1. D'accord ?
Et bon bah ça veut dire que encore une fois l'extinction, la probabilité d'extinction, elle est. Donc là vous avez encore un cas où vous avez extinction presque sûrement. Extinction presque sûrement. Voilà, donc ce sont des cas extrêmes. Bon maintenant je pense que je les ai tous traités, mais ce sont des cas extrêmes que j'ai mis de côté parce que c'était pas les plus intéressants. Ce qui m'intéressait c'était un cas un peu plus général d'abord à traiter. Et vous voyez que tout dépend de mu. De toute façon, pareil, ici c'est quand même un cas critique, là, mu égale 1, puisque P1 égale 1, hein, mu égale 1, et là, dans ce cas-là, bien précis, bien extrême, bien précis, vous avez la non-extinction du nom de famille. Pourtant, si P1 n'est pas égal à 1, hein, donc si P1 n'est pas égal à 1, bah, vous voyez que les autres cas de figure impliquent automatiquement qu'il y a extinction. Ok, donc c'est quand même, à condition que l'espérance est plus petite que 1, encore une fois. Donc voilà, vous avez l'extinction quand même, encore une fois, presque sûrement. Donc c'est quand même, voilà, c'est assez surprenant comme truc de se dire, ah oui, bah, même si en moyenne il y a un seul enfant, engendré par les individus portant le nom A, eh bien le nom A quand même une chance presque sûre de s'éteindre. Alors bien sûr, tout dépend encore une fois des hypothèses qu'on a posées, hein, puisque je vous rappelle qu'on a posé quand même le fait qu'il y avait indépendance mutuelle entre les variables. Donc ça, peut-être que ça peut se poser comme question. Dans le cadre d'études de virus, de bactéries et tout ça, parce qu'on peut changer de case et voir ça, une bactérie qui se propage, etc., de génération en génération, on pourrait imaginer ça. Bah là, pareil, quand on voit la génération après génération, si ça pourrait... on voit que... Enfin, dans le cadre d'une bactérie, c'est ça que je voulais dire, dans le cadre de bactéries et tout ça, c'est peut-être un peu plus naturel de se dire, oui, il n'y a peut-être pas forcément cette question d'indépendance. Enfin, il y a peut-être cette question d'indépendance, peut-être pas. Hein, on sait, a priori, on pose l'indépendance parce que on se dit peut-être que l'évolution des bactéries, etc., ne dépendent pas forcément des uns des autres. Voilà. Enfin bref, il y a des questions sur les hypothèses que j'ai posées au départ qu'on pourrait se dire, oui, on pourrait peut-être modifier un petit peu les choses. Mais évidemment, ça va rendre l'étude de ce que j'ai fait ici beaucoup plus compliquée que ça n'est là déjà actuellement. Donc voilà. Donc là, l'idée vraiment, c'était de vous montrer la force de l'étude d'une fonction génératrice, et j'espère vous avoir convaincu que savoir travailler avec une fonction génératrice dans le cadre d'études dans des probabilités, etc., ça a une réelle grande utilité. Voilà, bon bah... Et puis pareil pour cette histoire de nom de famille, donc c'est une histoire vraiment de... Encore une fois, on pourrait se dire est-ce qu'il y a indépendance, etc., mais... Bon voilà, c'est vraiment... Ça après c'est des questions sur les hypothèses de base, mais sinon, avec les hypothèses qu'on a posées, on arrive à ce genre de conclusion, c'est quand même assez percutant. Et remarquez également que justement les pays peuvent s'inquiéter à partir du moment où l'espérance, le nombre moyen, l'espérance de natalité, je crois que c'est ça, comme ça qu'on appelle, ou juste le nombre moyen de naissances qu'il y a par pays. Si ce nombre moyen de naissances qu'il y a par pays commence à s'approcher de 1 et tout ça, il y en a... On peut commencer à s'inquiéter, et c'est pour ça que justement les gens s'inquiètent dès que les nombres d'espérance de natalité, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le mot, l'indice de natalité peut-être, mais c'est pour ça que justement ces indices sont importants par rapport à ce modèle, en se disant, si c'est plus petit que 1, c'est peut-être pas bon, si c'est plus grand que 1, on peut peut-être encore se rassurer, mais voilà, c'est vraiment... voilà. Grâce à ce genre de modèle, on peut se rendre compte un petit peu de ce genre de choses, même si ça a des limites par rapport à ces conditions que sur lesquels je ne cesse de parler là en ce moment. Bref. Bon voilà, j'espère que cet exo de call vous a plu. Encore une vidéo d'1 heure, navré pour ce temps, mais bon voilà, je pense que c'était important que que j'essaie de vous donner le maximum de détails là-dessus et que tout soit bien compréhensible, bien compris, etc. Bref, donc si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo si encore une fois ça vous a plu et que ça pourrait être intéressant pour d'autres camarades de classe. Et puis voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année encore une fois, c'était donc la dernière vidéo de l'année 2021. Sur ce, on se retrouve en 2022 avec à nouveau les exos, le coin recherche, le petit exo de call et exo de call, etc. comme d'habitude. Et puis voilà, d'ici là, encore une fois, portez-vous bien, bonne fête de fin d'année, et à très vite. Allez, salut à tous.